radio et la télévision. Diffusion en direct et de télévision en ligne. Une hypothèse qui m'a semblé être la plus sérieuse, peut-être la plus fondamentale, qui explique pourquoi le monde se focalise sur nous. Et cette réponse, c'est que personne n'attendait le coup d'État du 26 juillet. Personne ne l'attendait. Ça a surpris tout le monde. Et en réalité, ce coup d'État ne pouvait pas venir. Pourquoi? Parce que il y a eu, vous le savez, un système de gouvernance au Niger très rigide, très violent, qui a mis en place une gouvernance qui faisait que, on cherchait plus à respirer qu'à vivre. C'est un peu comme ce qu'ils ont fait à ce noir aux États-Unis. Ils ont mis le genou sur nos coups, de telle façon qu'on ne cherchait qu'à respirer, même pas à vivre. C'était tellement étouffant que personne ne pensait qu'un jour, les militaires pourront même agir. Deuxième raison, c'est l'inaction des Nigériens, justement. On a vu au Sénégal ce qui s'est passé. La rue était très animée. On a vu au Mali, on a vu au Burkina ce qui s'est passé. Ils étaient dans la rue pour combattre le régime. Nous, en 12 ans de règne, on nous a empêchés de sortir. De telle façon que les Nigériens ont cru peut-être, certains Nigériens ont pensé que nous sommes presque tétanisés, nous sommes morts. J'ai entendu une fois, on assistait à une conférence, un éminent animateur de la société civile dire que les Nigériens ont peur. Il dit ils ont peur, voilà pourquoi ils ne sortent pas. Alors moi j'ai intervenu pour lui dire, ils ont peur de quoi? De qui? Et moi ce qui m'a intéressé, c'est que depuis le 26 juillet, j'ai compris que les Nigériens n'avaient peur que de Dieu. J'ai compris qu'ils n'ont peur que de Dieu en réalité. Et que leur réclusion, malgré la gouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est plutôt une sorte de reculer pour mieux sauter. Et qu'ils se sont réfugiés auprès de Dieu pour lui demander la solution. La troisième raison pourquoi ce coup d'État ne pouvait pas venir, vous avez tous entendu Macron dire que le régime déchu, et surtout le président déchu, était un homme courageux, c'est l'ami de la France. Donc il y avait ce pouvoir avec une amitié solide à l'extérieur, qui fait que les amis sont là pour défendre le régime. En tout cas, ils y ont cru beaucoup. Beaucoup. On leur a donné l'illusion que cela était possible. Et donc, ils pouvaient rester tranquilles, faire ce qu'ils sont en train de faire, sans s'inquiéter d'un éventuel renversement, même par les voies les plus normales, à plus forte raison par le coup d'État. Et puis, le coup d'État est arrivé le 26 juillet, sans coup de feu, sans rien du tout, sans bruit. Il est arrivé. Maintenant, moi je crois que l'essentiel, ce n'est pas de savoir comment il est arrivé, pourquoi il est arrivé, etc. C'est de savoir, de se poser la question essentielle, et c'est la deuxième partie de ce livret. Qu'est-ce que les Nigériens veulent faire de leur pays? Moi je crois que c'est la question essentielle. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit nous préoccuper? Qu'est-ce qui doit préoccuper le CNSP et les Nigériens dans leur ensemble
maintenant et plus tard. Alors, pourquoi cette question maintenant? Parce que, à mon avis, aujourd'hui, avec la transition actuelle, nous sommes à un tournant fondamental de notre histoire. Si nous ratons ce tournant, nous risquerons de rater une bonne partie de notre avenir. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on agisse pour que ce qui a été soit rentable pour nous. À la fois la gouvernance qu'on a vécue et le coup d'État. Que ce soit quelque chose de rentable pour nous. Et à mon avis, il y a 2 résolutions politiques qui nous restent à prendre. La première, c'est pourquoi le livre est intitulé, il y a un sous-titre, pour un recentrement et un jaillissement. La première des choses, c'est de recentrer nos forces et nos valeurs. Et la deuxième chose, c'est pour pouvoir justement penser l'avenir. Donc, en gros, si on met ensemble ces 2 choses, le recentrement et la projection vers l'avenir, ça fait quoi? Ça fait reculer pour mieux sauter. Alors, pour ce qui concerne le recentrement, j'ai posé 2 préalables pour que nous puissions faire ce recentrement-là. Le premier préalable est que la transition actuelle se donne une vision. Si elle n'a pas de vision, il n'y a plus rien à attendre d'elle. Il faut qu'on ait une vision. Et pour moi, la vision se résume à une expression: la souveraineté du Niger. La souveraineté du Niger. Si je traduis souveraineté en zarma, c'est peut-être plus significatif. Burkintare. Souveraineté, Burkintare. Et peut-être c'est ma déformation professionnelle. Burkini, ça veut dire quoi? C'est pas ce gaillard-là qui aujourd'hui porte un grand boubou, a des choses et qui se dit bon, aïkaï, banyayne, voilà. Non. Non, c'est idiot. Non, Burkini, linguistiquement, c'est quoi? C'est Borochin, c'est Borchin, Borochin, Kaïchina. N'est-ce pas Burkini? Borchin, Borchin, no ibargete Burkini. Borcini, Borkanchina, qui est construit, qui est épanoui, c'est-à-dire qui est fabriqué par des valeurs. C'est quelqu'un qui est fabriqué par des valeurs. C'est pas quelqu'un qui est là qui se dit mon arrière-grand-père a fait des esclaves. C'est quoi ça? Il n'y a plus d'esclaves, il n'y en a pas. L'esclave, c'est celui qui ne sait pas ce qu'il est. Il est esclave de lui-même. Et c'est tout. Donc, pour moi, la souveraineté, c'est cela. Burkintare Kekien. C'est-à-dire que les Nigériens soient épanouis, construits dans des valeurs. Et c'est ça qui va amener la construction valeureuse de notre pays. Et c'est ça que moi j'appellerais une souveraineté. C'est peut-être cette souveraineté et cette vision qu'il faut attendre de le forum qui a été annoncé par le président Tiani, les assises du dialogue national inclusif qu'il avait annoncé il y a quelques semaines. Le second préalable, c'est le choix par le pouvoir actuel d'hommes et de femmes moralement hauts, compétents, susceptibles de canaliser la grande ardeur populaire qui s'est créée depuis le 26 juillet. Et ces hommes doivent permettre de libérer les Nigériens de leur frustration, de les libérer de ce sentiment d'incapacité de se gérer et de gérer leur destin. S'ils jouent ce rôle-là, comme un peu ce que Sankara a fait au
au Burkina et ce que Koïta est en train de faire au Mali, qu'ils jouent ce rôle. Il ne s'agit pas pour eux de nous nourrir, mais seulement de nous rééduquer rapidement pour qu'on sache que chacun de nous a une valeur et que chacun de nous peut exploiter sa vie de façon rentable pour l'ensemble des Nigériens. Voilà mes deux préalables. Donc une vision et des hommes qui vont conduire vers cette vision. À part cela, il faudrait évidemment que le recentrement demande la sécurisation du pays. C'est fondamental. Si nous ne sommes pas sécurisés, nous ne pouvons rien faire. Le recentrement demande aussi un examen sérieux, une autopsie objective mais sans passion de l'état de notre pays et de sa gouvernance depuis la conférence nationale. Au moins. Sinon, au moins depuis 2011. Il faut qu'on regarde cette gestion-là. Elle est pleine de renseignements pour nous. Et moi, je pense que tout ce qu'il y a comme promesse, comme potentialité, mais aussi comme raté, ça se trouve au cours de cette période-là. Parce que pour moi, j'ai du mal à comprendre qu'une élite intellectuelle, comme celle qui avait gouverné ce pays de 2011 à 2023, que cette élite soit amenée à produire les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire un système de gouvernance qui est presque improductif et dont les erreurs contradisent toutes les promesses faites au peuple nigérien. Je ne le dis pas parce que c'est un tel et un tel, je le dis parce que ce sont des Nigériens et c'est l'élite nigérienne qui a gouverné. Mais il faut interroger, il y a d'autres élites qui vont prendre le pouvoir. Il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs. Si nous ne faisons pas l'examen de cette période, nous risquerons de reconduire et peut-être même de faire pire que ce qui a été fait. Le recentrement, c'est aussi le recours à nos valeurs, les vraies. C'est-à-dire ces valeurs qui fondent et gèrent encore nos sociétés. Ces valeurs se trouvent partout dans les pratiques sociales, mais elles se trouvent surtout encadrées par l'islam, dont les ressources sont inépuisables parce que les ressources sont justement transcendantales. Transcendantales. Alors, ce recentrement est nécessaire, il me semble, pour envisager une véritable montée des forces vives de la nation nigérienne, c'est-à-dire pour envisager l'avenir. Et c'est là la dernière partie de mon intervention. Qu'est-ce que nous devons faire pour construire l'avenir de façon durable et de façon probablement sûre? Alors, pour accomplir la mission de souveraineté dont j'avais parlé tout à l'heure, le Niger doit choisir ses priorités. Vous allez me dire que tout est prioritaire chez nous, c'est vrai. Mais moi, j'en ai choisi 3. La justice, l'éducation et l'économie. J'ai proposé dans l'ouvrage que les autorités de la transition et tous les Nigériens, soucieux de leur avenir et de leur existence et de leur avenir, doivent aider à réorganiser et à promouvoir le service d'une justice juste. Une justice juste. Il existe une justice. Mais bon, elle doit être un peu plus juste. Une justice disponible
qui peut se déployer librement, efficacement, et qui emprunte la voie de la droiture, et qui, pour cela, rassure le justiciable. Dans le livre, j'ai cité la sourate 4, le verset 135, je vous le rappelle. Ô vous qui croyez, observez la stricte vérité quand vous témoignez devant Dieu, fût-ce contre vous-même, vos parents ou vos proches. Que ce témoignage concerne un riche ou un pauvre, Dieu porte plus d'intérêt à l'un et à l'autre qu'à vous-même. Ne vous fiez pas à vos impulsions au détriment de l'équité. Mais si vous portez un faux témoignage ou si vous refusez de témoigner, sachez que Dieu est de tous vos actes parfaitement informé. Donc si nous avons choisi de nous engager, moi je dis s'il y a un seul combat que nous devons choisir et nous engager dedans avec tout ce qu'il faut, c'est ce combat pour la justice sociale. La vérité tirée des traditions islamiques ne propose pas d'alternative à la justice. Comme vous vous rappelez, cet énoncé tiré des traditions islamiques qui dit que les peuples peuvent prospérer dans la mécréance, mais jamais dans l'injustice. On doit donc, à mon sens, outiller, armer notre justice pour que, à travers elle, les Nigériens, certains gens parmi nous, qui parce qu'ils ne connaissent pas de honte, de scrupules, et parce qu'ils ne craignent pas Dieu, sont en train de polluer et de rendre désagréable notre vie, et bien que ces gens-là soient déjà par la justice, soient déjà jetés au rebut et livrés au châtiment de la société. Il faut mettre la justice face à l'infâme qui commence à se banaliser dans notre pays. Tout le monde le sait aujourd'hui, l'unité de vol, c'est le milliard. Milliard, unité de vol. Au temps du général Kounché, si vous détournez 20 millions de francs CFA, c'est la peine de mort. 20 millions, peine de mort. Bon. Et puis la transition, deuxième proposition, doit tracer vraiment des voies claires pour que le Niger retrouve une économie résiliente. Je ne vais pas insister là-dessus, j'ai fait beaucoup de propositions dans le livre, mais je vais juste vous rappeler cet exemple que nous vivons. Peut-être, depuis que je suis à Dosso, je dors tranquille, mais à Niamey, ceux qui vont à Niamey savent ce que vivent les gens à Niamey, avec les coupures d'électricité. Et aujourd'hui, avec le manque de riz. Le Nigeria coupe son électricité et nous sommes là, nous ne pouvons même pas dormir convenablement, nous ne pouvons plus travailler, nous ne pouvons plus produire parce qu'on n'a pas d'énergie. Entre-temps, ça fait 40-50 ans qu'on nous parle de Kandaji. Entre-temps, ça fait combien d'années que nous avons des gisements de charbon? Le Niger est le pays le plus ensoleillé. Les sources d'énergie sont là. Qu'est-ce que nous attendons? Et j'attire votre attention sur quelque chose. Imaginez seulement que le président Tanja, c'est-à-dire des politiciens sérieux, n'ont pas pensé faire une raffinerie pour notre pétrole. Vous imaginez comment on va vivre avec l'embargo de la CEDEAO sans carburant dans ce pays? Et donc, il faut qu'on se réveille.
Et la dernière proposition, c'est celle de l'éducation. Je pense que l'éducation doit être considérée comme l'un des principaux. Vision 24, la radio et la télévision. Diffusion en direct, une télévision en ligne. Vision 24, la radio